José Carlos Somoza est un de mes écrivains préférés. Je lui fais une confiance aveugle depuis qu'il m'a retourné le cerveau avec sa caverne des idées, qui parvient à insérer des images dans l'inconscient du lecteur, et plus encore depuis Clara et la pénombre, qui montre avec quel brio une œuvre de fiction peut traiter d'une thématique dans toute sa complexité. C'est donc les yeux fermés et sans même lire le synopsis que je me suis pris le livre dont on va parler aujourd'hui, La clé de l'abîme, ou dans sa version originale, La llave del abismo. Et quelle ne fut pas ma surprise de découvrir que ce roman était construit sur l'œuvre d'un autre auteur que nous affectionnons particulièrement sur cette chaîne, et dont nous avions déjà pu vous parler dans le top 5 de nos livres préférés, que vous retrouverez quelque part par là. Je veux bien sûr parler de Howard Philip Lovecraft. N'ayez crainte, cette chronique ne contiendra pas de spoilers sur l'intrigue du roman, même si elle abordera son univers et la façon dont il est construit. La découverte de cet environnement singulier peut être en soi un plaisir de lecture, aussi je vais faire attention de ne pas trop en dévoiler. Le roman suit l'histoire de Daniel Keene, simple employé de train qui est délivré un secret d'une importance qui le dépasse, l'emplacement de la clé qui permettra de détruire Dieu. Très vite, il se retrouve pris en étau entre plusieurs groupes qui veulent s'emparer de cette information à tout prix. Seul problème, Daniel n'est pas conscient d'avoir reçu une telle information et est incapable de la communiquer. Il va donc être forcé de suivre ces groupes à l'autre bout du monde, alors qu'un de ses clans tient sa fille en otage et ne la libérera que lorsque l'information surgira de la conscience de Daniel et qu'il la leur donnera à l'heure de la révélation. Traîné malgré lui, il va contempler un monde articulé autour de croyances qu'il ne partage pas et qui est régi par une peur dont on ne peut savoir si elle est fantasmée ou si elle prend réellement ses racines dans la présence d'entités millénaires. Comme chez Lovecraft donc, le monde serait peuplé de créatures plus vieilles que lui, qui dorment, attendant peut-être que meure même la mort. Mais alors que chez l'auteur américain, c'est la folie des protagonistes qui interroge la véracité de ce qu'ils racontent avoir vécu, chez Somoza, ce sont leurs croyances et la vision qu'elles entraînent sur le monde qui remettent en question la véracité du récit. Lovecraft, pour ceux qui ne seraient pas familiers de son œuvre, c'est un écrivain américain du début du XXe qui a acquis une influence énorme dans la littérature au point qu'il est vu comme le père d'un genre, l'horreur cosmique, parfois appelée horreur Lovecraftienne. Ces nouvelles parlent de dieux venus des confins de l'espace et du temps et dépeignent la psyché de personnages rendus fous par des contemplations métaphysiques. Et si vous n'avez jamais rien lu de ce cher Howard Philip, sachez que vous avez déjà forcément regardé, lu ou entendu une œuvre influencée par lui. Ne serait-ce que Scooby-Doo. En effet, nombre d'auteurs le citent en influence, voire l'adaptent carrément, comme ça peut être le cas dans le jeu vidéo, au cinéma, donnant parfois lieu à des projets très ambitieux qui ont parfois du mal à émerger. Oui, Guillermo del Toro, c'est toi que je regarde. Somoza prend donc le parti de construire son roman non seulement dans un univers Lovecraftien, mais également de reprendre certains thèmes chers à ce dernier, comme le fait de ne jamais pouvoir être sûr de la véracité du récit. Et les deux auteurs ont des façons d'aborder ce doute propres l'un à l'autre, alors que Lovecraft sublime l'horreur à travers les sentiments de ses personnages qui bien souvent sombrent dans la folie. Somoza se repose plus sur leurs actions et l'importance que prennent certaines situations à leurs yeux. Mais la différence va au-delà du choix de l'angle du récit. L'auteur espagnol a décidé d'ancrer son roman avant tout dans la science-fiction, délaissant l'horreur qui était pourtant la spécialité et même la raison d'être de l'œuvre de Lovecraft. Une première question se pose donc, peut-on parler d'un genre avec un autre? Évidemment la réponse est oui, mais est-ce que cela permet de restituer ce qui est propre au genre d'origine? En d'autres termes, peut-on parler d'horreur et transmettre l'horreur avec la science-fiction? La clé de l'abîme apporte une réponse un peu hybride à cette question, puisque plutôt que de se contenter d'un genre, l'auteur saupoudre la science-fiction d'horreur, le tout déjà mis en forme par son style singulier. Pour moi, c'est ici que le roman pêche, parce que le résultat est un peu bâtard et ne parvient vraiment à être satisfaisant dans aucun des deux genres. Mais nous y reviendrons plus tard parce qu'il y a une autre question que soulève ce roman. Peut-on construire une œuvre sur celle d'un autre ? Si ce roman vaut la peine d'être lu, c'est entre autres parce qu'il nous offre un exemple intéressant de la difficulté qu'il peut y avoir de créer dans un univers qui ne nous appartient pas. Beaucoup d'éléments rentrent en jeu et peuvent parfois ressembler à ceux qui interviennent dans la problématique de l'adaptation. Comment doser les références, quel choix pour le style, et comment ne pas parodier l'œuvre originale, et surtout, quelle place pour la création. L'auteur peut-il se permettre d'apporter des choses totalement nouvelles à l'univers dans lequel il place sa fiction ? Je ne pense pas que Somoza ait la prétention d'ancrer son histoire dans le mythe de Cthulhu, comme ça a pu être le cas pour Derleth ou Tierney. Son intention semble plutôt être celle d'ériger l'œuvre de Lovecraft au statut de religion, comme ça a pu être le cas dans d'autres œuvres. Sa postface dans le livre va d'ailleurs dans ce sens. C'est sûrement pour cela que Somoza se permet autant de liberté et se sert de l'œuvre de Lovecraft comme support plutôt que comme inspiration.
Parce qu'en effet, l'univers de Lovecraft n'a pas toute la place dans le roman et est intégré à celui dans lequel évoluent les personnages, qui est déjà très complexe lui-même. Mais comme c'était déjà le cas pour le mélange des genres, le mélange des univers a une saveur aigre-douce qui manque de conviction. Ni l'un ni l'autre n'est assez développé pour que le tout puisse paraître tangible. Cela ne veut pas dire que le mélange des univers est impossible, mais un seul roman est peut-être trop peu pour y parvenir. Ce roman est trop ambitieux. Il tente de mélanger les genres, de développer un univers à partir d'un autre, à tel point qu'il ne laisse plus la place pour ce qui devrait être à son cœur, le développement de ses thèmes à partir de son intrigue. Alors certes, Somoza est un auteur très visuel, et il aime esthétiser ses univers. C'est aussi ça qui fait de lui un écrivain particulier. Il parvient à travers ses descriptions à donner une identité propre à son univers, souvent caractérisé par des obsessions de l'auteur, comme les corps et ses scarifications, la nudité plus présente que jamais dans ce roman où elle est un sujet en soi. Mais souvent, l'esthétique vole la place du fond, et pourtant pas assez pour que ça en devienne une expérience contemplative, comme ça peut être par exemple le cas pour La Route de McCarthy. Pour autant, la narration recèle de quelques jeux inventifs, comme ce chapitre qui s'avère par la suite faux, halluciné par un des personnages. Ça me fait regretter le choix de la structure classique en 3 actes, parce que ce chapitre montre qu'une narration plus inattendue aurait eu toute sa place pour servir le propos. La construction d'un univers, qu'il soit littéraire, cinématographique ou pictural, ce n'est jamais quelque chose de simple. Au contraire, la complexité nécessaire pour lui donner de la substance demande souvent un développement long et dense. Mais quand il s'agit d'apporter quelque chose de nouveau à un univers qui a déjà une substance si tangible qu'elle semble vibrer, grouiller dans la tête de tant de gens, la tâche peut sembler cyclopéenne. Peut-être qu'il est vain d'essayer de poser une pierre à un édifice qui semble nous dépasser de toute proportion. Celui-ci traverse les éons sans qu'on puisse le contrôler, et accumule ce que le temps dépose sur sa surface. De la même manière, le mythe de Cthulhu se déplace, et c'est sans doute moins aux auteurs qu'aux lecteurs et au temps de décider ce qui en sera gardé. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à venir en débattre dans les commentaires, ainsi bien sûr qu'à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne YouTube et à la chaîne Twitch. Et moi je vous dis à bientôt dans le Man intérieur.